à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode du projet Balado. Donc je suis Saïd Lydia, je suis étudiante en dernière année en graphisme et je vais être l'animatrice de ce dernier épisode. Et avec moi en co-animateur, Émile Olivier. Bonjour Lydia, bonjour tout le monde. Je m'appelle Émile Olivier, je suis conseiller en communication au service des communications. Puis je suis là ici un peu pour appuyer Lydia dans la discussion, dans le podcast, pour qu'on puisse avoir différentes perspectives sur les questions puis sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, bonjour, moi je m'appelle Romane Fleury, je suis étudiante en loisirs, j'utilise les pronoms elle et yel, et je me considère comme une personne non-binaire, et je suis dans le spectre de la sexualité, et je suis pan-romantique. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Audrey-Anne Bernatchez, je suis en deuxième année de technique de gestion d'intervention en loisirs, et je suis dans la communauté LGBTQ, je me considère comme lesbienne. Donc, enchantée, moi c'est Rose Lafaye, sexologue ici au Cégep de Rivière-du-Loup dans le service psychosocial. Je fais partie du podcast aujourd'hui, là, vraiment pour mon regard professionnel sur la question de la diversité sexuelle et de genre. Donc comme l'a abordé Rose, aujourd'hui on va parler de la diversité sexuelle et de genre. On tient aussi à remercier nos promoteurs qui sont le Cégep et le Loisir Sport Bas-Saint-Laurent. Et est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui, Absolument. Donc on va commencer avec une première question. Ça va être surtout basé sur les expériences plutôt personnelles. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre expérience personnelle sur la diversité de genre et de l'orientation sexuelle? Oui, donc tout à fait. Donc, pour ma part, ça m'a pris vraiment du temps avant de découvrir tout ça, principalement parce que on en parlait très peu dans les dernières années. Et c'est vraiment un peu en m'informant suite à parfois des questionnements que j'avais par rapport à moi-même, j'ai pu découvrir des affaires et que j'ai pu me construire une communauté autour de moi d'amis qui vivaient les mêmes choses. Et c'est en expérimentant un peu des relations amoureuses, infructueuses ou pas, qui ont pu me permettre de me rendre compte que je n'étais pas une personne hétérosexuelle du tout, que moi, le sexe, ça ne m'intéressait pas tant que ça au final, et que je n'étais pas cisgenre, donc je ne me considérais pas comme un garçon comparé à mes autres contacts que j'avais. Pour moi, ça a été une découverte, je veux dire, c'était plus comme au secondaire que j'ai commencé à me questionner, puis que c'était plus par rapport à ma sexualité. Tu sais, au début, j'ai fait un coming out à mes parents en tant que bisexuelle. Puis c'est au fil justement des expériences, puis du reste que je me suis rendu compte que finalement, j'étais plus lesbienne que j'étais bisexuelle. C'est au secondaire pour les deux, dans le fond, votre découverte, toi, oui. Moi, je l'ai remarqué un peu dès le primaire qu'il y avait des affaires qui clochaient un peu parce que tout le monde me disait ah, mais t'aimes des affaires qui sont pas des affaires de garçons, mais je m'en foutais un peu. C'était comme. Pour moi, c'était juste. Ben, c'est des livres, c'est des jouets, c'est. Et au secondaire, je l'ai remarqué, mais étant donné que j'ai eu des situations d'intimidation, je n'ai pas avancé dans mes processus pour me protéger moi-même. Et c'est vraiment rendu au cégep que j'ai fait mes premiers coming out officiels. Et qu'est-ce qui fait que tu t'en es rendu compte? Tu sais, aimer des choses qui sont pas stéréotypement masculines ou féminins, c'est une chose, mais de se rendre qu'est-ce qui t'a fait vraiment découvrir que tu étais vraiment mégenré là, à la naissance, là, si tu veux? Ben, c'est vraiment, selon tout ce qu'on me disait, il faut que tu agisses comme ça. Pour moi, ça marchait pas. Tous les stéréotypes qu'on me faisait lire ou tous les livres qu'on me lisait. Par exemple, vers la fin de mon primaire, on m'avait fait lire un livre sur la puberté. Et j'ai paniqué pendant plusieurs semaines après avoir lu ce livre-là. Et ma famille était comme, mais t'as pas le choix, on passe tous par là, c'est normal. Mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était plus profond que ça. Et un jour, on m'a fait rencontrer une endocrinologue parce qu'on croyait que j'avais un problème au niveau de mes hormones. Et il aurait été question que je prenne de la testostérone. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, ça me faisait paniquer. Finalement, le problème d'hormones s'est réglé par soi-même. Mon corps commence à produire de la testostérone. Fait qu'ils étaient tous contents. Mais moi, je n'aimais pas ça. Le changement de ma voix, j'ai détesté ça. Et encore aujourd'hui, parfois, surtout quand je suis malade, un peu comme aujourd'hui, ma voix peut m'agacer un tout petit peu. Je comprends. Pour ma part, mon expérience personnelle avec la diversité sexuelle et de genre,
et d'orientation sexuelle, c'est vraiment plus dans mon cadre professionnel que je suis exposée à des personnes qui viennent me rencontrer, justement, qui peuvent faire partie de la diversité sexuelle et de genre. Je vous dirais que c'est plutôt à mon parcours scolaire là, que j'en ai vraiment appris davantage à ce niveau-là. Évidemment, là, dans le baccalauréat en sexologie, on a des connaissances à ce niveau-là théorique, mais vraiment, sinon, mon parcours personnel au secondaire, cégep, je pense que c'était pas très mis de l'avant, la diversité sexuelle et de genre. J'étais pas exposée avec des gens nécessairement de près ou de loin tant que ça à la diversité, finalement. Donc, là, je trouve un peu plus de plus en plus, il y a de la visibilité à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est relativement récent là, dans ma carrière, mon parcours scolaire à l'université et ma carrière professionnelle. Là. Qu'est-ce qui t'a amené vers la sexologie? Oui, je pense qu'à la base, je suis une personne qui aime et qui se sent gratifiée d'aider les gens. Donc, à la base, le domaine de relations d'aide, d'intervention, ça m'a tout de suite parlé. Mais vraiment, spécifiquement, la sexologie, je pense que c'est vraiment toutes les thématiques reliées. Donc, oui, la diversité sexuelle et de genre, toutes les difficultés au niveau de la sexualité, des relations affectives, etc. Donc, je vous dirais que c'est cette diversité-là. Puis, je pense que je suis une personne aussi d'emblée très, très, très ouverte d'esprit et avec une empathie. Là, donc, je pense que je ne me suis pas trop posé de questions, puis ça a été là, mon chemin choisi. Là. J'aimerais entendre un peu plus Audrey-Anne parce que tu as fait ta présentation. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de ton secondaire ou c'était quand même assez clair pour toi? Là, comment ça s'est passé ton coming out, entre guillemets? Est-ce que tes parents, justement, ont bien perçu ce que tu nous as dit? Tu en avais parlé à tes parents. Comment ils l'ont perçu? Moi, ça a vraiment été super bien perçu. C'est sûr qu'il y a eu des questionnements. Je veux dire, c'est sûr que ma mère était comme un peu au début, mais tu sais, c'est une phase. Puis, c'était pas méchant, c'était vraiment juste des questionnements qui étaient, d'après moi, valides. Fait que non, ma mère, ça a super bien été perçu. Moi, je suis enfant unique, j'ai pas de frère ni de sœur. Puis, dans le fond, ma mère est avec mon beau-père depuis que je suis toute petite. Fait que, ça a tout le temps été moi, ma mère et mon beau-père. Puis mes deux parents l'ont super bien pris. Je veux dire, mes parents avaient des couples d'amis qui étaient lesbiennes. C'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Puis vraiment, c'était juste des questionnements. Puis quand je suis arrivée avec une fille pour la première fois, le reste de ma famille, ça n'a pas été une surprise non plus. Là. Je veux dire, il était comme semi-écrit dans mon front là, aussi. Là. Je veux dire, je l'avais pas caché. Là. Ouais, fait que... c'est ça, puis c'est ça, mes parents l'ont super bien pris. Ça a été plus difficile pour ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit qu'elle ne pourrait jamais m'accepter à 100%, que pour elle, c'était de quoi que je pouvais aller en enfer, puis que toutes ces choses-là. Mais sinon, ça a vraiment été bien pris par mes parents, puis vraiment, j'ai du soutien de toute ma famille là, pour ça. Et toi, de ton côté Moi, ça a été assez un peu... J'ai eu différents coming out qui ont été faits à ma famille. Quand je pensais être bisexuel, avant de rendre compte que je suis plus dans le spectre de la sexualité, mes parents, au début, ils ont été super supportifs. Et c'est sûr qu'ils se posaient des questions et s'inquiétaient un peu que j'allais me ramasser dans des situations de couple avec des personnes plus âgées, des grosses différences d'âge. Mais quand le coming out a été fait plus que je me considérais comme non-binaire trans, là, ils ont vraiment plus paniqué au départ pour me protéger, mais un peu sortir des phrases qui pouvaient être blessantes. Il y a eu des phrases comme « non, mais j'espère que tu vas pas aller te charcuter le corps », tout ça. Puis c'était pas voulu pour me blesser, mais ça me blessait pareil. Et ironiquement, ma mère m'avait même sorti que ma famille en Belgique n'accepterait jamais ma transition. Et c'est ma famille en Belgique qui m'a écrit les premiers messages pour me soutenir. Donc, ça a un peu fait un petit pansement sur mon cœur à ce moment-là. Et au fur et à mesure, là, ça a été fait en 2019, mon dernier coming out auprès de mes parents. Et ça a évolué de plus en plus depuis. Et je dirais qu'ils sont beaucoup plus, un peu moins, ils ont compris un peu plus à travers les dernières années ce que c'était réellement ma situation. Et maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts, puis même, ils me défendent clairement lorsqu'il y a des situations qui trouvent qu'on me respecte pas. Donc, c'est beaucoup plus positif que c'était avant.
Est-ce que je peux me permettre, par rapport à tous les deux, là, souvent, c'est un facteur de protection lorsque notre famille nous soutienne ou notre réseau. Puis, je me demande, vous, au niveau de votre, quand même, votre santé mentale, c'est quand même un gros sujet, mais les gens de la diversité sexuelle et de genre, ça arrive souvent qu'ils peuvent expérimenter des enjeux au niveau de leur santé mentale, notamment s'ils ne sont pas bien acceptés par leur famille, par exemple, leurs amis, ou bien qui vivent, par exemple, l'intimidation ou des commentaires transphobes, homophobes, etc. Puis, tu sais, je me demande, vous, comment a été votre parcours de vie au niveau de votre santé mentale qui peut être lié à votre diversité sexuelle ou de genre, finalement? Pour ma part, je dirais qu'au secondaire, comme je n'avais pas fait de coming out, j'avais déjà une santé mentale un peu liée à cet événement-là, mais je me suis protégé là-dessus pour me protéger encore plus. Ce qui s'est passé, c'est plus effectivement les remarques ou les commentaires désobligeants que j'ai pu recevoir dans les dernières années. Surtout quand la pandémie est arrivée, se retrouver seul avec ma famille qui se posait des questions parfois très délicates. Ça pouvait jouer sur la santé mentale parce que j'étais éloigné de mon réseau d'amis qui, justement, vivaient les mêmes affaires que moi. Donc, ça me faisait une mesure de soutien. Mais aujourd'hui, avec le recul, et même aujourd'hui, si je reçois des commentaires, je suis un peu plus équipé pour ça. J'ai suivi des formations, j'ai suivi beaucoup de sensibilisation à ces niveaux-là. Donc, souvent, j'en reçois et je peux prendre ça plus comme si c'était un peu de l'ignorance ou un peu de les gens qui peuvent pas un peu comprendre ce que c'est. Et c'est beaucoup plus facile pour moi un peu de passer par-dessus le malaise en me disant quand même que c'est pas nécessairement ma faute ou c'est pas c'est vraiment plus la société qui doit encore un peu avancer. Donc je mets pas trop ce poids sur les épaules en ce moment. Et je pense que c'est un peu positif pour ma santé mentale. Oui. Pour ce qui est, pour ma part, ben, tu sais, mon secondaire, j'ai pas fait mon coming out à tout le monde, là. J'ai fait vraiment à ma meilleure amie puis à mes parents, puis ça a été tout. Parce que justement, je vivais déjà de l'intimidation pour d'autres raisons au secondaire, puis je me suis dit que je pouvais pas vivre encore plus d'intimidation pour... tu sais, j'en voyais des personnes qui étaient comme bisexuelles, lesbiennes, puis tout ça, puis qui se faisaient justement piquer par les autres par rapport à leur orientation sexuelle, puis j'étais comme... Je me fais déjà assez intimider comme ça pour mon corps. Tu sais, je veux dire, il me traitait grosse, whatever. C'était surtout par rapport à mon poids. Puis je voulais pas vivre encore plus que d'intimidation de ce que je vivais déjà. Fait que j'ai décidé de pas rien dire quand j'étais au secondaire. C'était vraiment mes amis proches qui le savaient. Puis pour ça, je pense que je me suis respectée là-dedans. Puis j'ai pris aussi mon temps avant d'en parler plus ouvertement. T'sais, avant, j'étais un peu plus habillée dans les stéréotypes féminins. Fait que j'étais plus habillée. Je mettais des robes. À mon bal de finissant, j'avais une robe. Je faisais ma graduation aussi. Je m'habillais au garage, dynamite, dans tout ce spectre-là. Mais je veux dire, chaque humain est différent. Puis chaque humain a un spectre différent dans sa sexualité ou dans sa présentation de se montrer. Fait que aujourd'hui, je dirais que là, maintenant, ben, je veux dire, c'est pas mal plus évident. Puis je me cache vraiment pas sur ma sexualité. Là. Je veux dire, les gens savent, puis je suis vraiment ouverte à en parler, puis j'ai pas peur de le montrer puis de le dire. Là. En quoi c'est important de faire un coming out? Parce que quelque part, ça ne regarde pas personne. Dans le sens que est-ce que c'est important pour vous de le faire ou est-ce que c'est important pour les autres pour qu'ils sachent à quoi s'attendre si même ça ne les regarde pas vraiment? Là, tout ce spectre de sexualité-là, c'est personnel. Ben, tu sais, j'ai pas fait de coming out à tout le monde. Tu sais, personnellement, c'est vraiment important pour moi d'en parler avec ma mère. Ma mère, c'est mon pilier dans ma vie. Ma mère m'a élevée monoparentale. Puis ça a toujours été la personne à qui je me suis toujours référée. Puis pour moi, c'était important d'y en parler. Puis c'était pas tant un coming out. On appelle ça un coming out, mais je suis pas arrivée, je vais te maman, je te fais mon coming out. Tu sais, c'était vraiment pas comme ça. Là. C'était plus une discussion. Puis pour lui parler de comment je me sentais puis comment je voulais être, puis me présenter au monde. Je pense que ma mère avait des peurs aussi par rapport à ça, à la vision des autres par rapport à moi. Je pense que c'était plus de la peur pour moi qu'autre chose. Puis après ça, ben quand je veux dire, quand je suis arrivée avec ma famille, je veux dire, je suis pas arrivée puis je vais être la gang, puis je suis lesbienne. Je suis arrivée, j'avais une blonde, puis ça a été... les autres aussi, quand ils ont appris à me connaître, je suis arrivée ici en loisir, j'avais une blonde, puis j'étais comme, hey, la gang, j'ai une blonde.
C'était pas, tu sais, on peut, je pense qu'on peut dire ça comme un coming out, mais pour moi, c'était plus comme je me présente comme étant, comme si quelqu'un qui était ce genre hétérosexuel arrivait et était comme, salut, voici mon chum. Puis moi, salut, c'est ma blonde. Et voilà. Tu as parlé de la peur. Est-ce que tu l'as senti, toi, Romane, de ton côté, la peur de l'entourage, de peur de tes parents étaient inquiets un petit peu pour toi? Mais je l'ai senti un peu parce que c'est sûr que mes parents s'étaient toujours doutés qu'il y avait des affaires. Puis, tu sais, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient essayé de nous éduquer de manière un peu unigenrée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires où c'était ça. D'affaires où il y avait des moments où c'était un peu très genré. Et j'ai eu des moments un peu, j'avais peur parce que il fut un temps où Hubert Lenoir commençait à être partout dans les médias. Et parfois, mes parents passaient des petits commentaires un peu, peut-être sur le coup de l'impulsion, mais moi, j'étais comme, mais il a le droit de porter du maquillage, il a le droit de faire ci, il a le droit de faire ça. Donc, ça me faisait un peu une anxiété de me dire, OK, mais si un jour je dois faire un coming out, parce que j'étais vraiment en période de questionnement à ce moment-là, je me dis comment ça va se passer auprès de mes parents, comment ça va se passer auprès de ma famille. Et effectivement, cette peur-là, j'avais un peu peur de me retrouver seul ou de ne pas me faire accepter par la société, parce que, veux pas, pour moi, c'est important de faire un coming out, parce que vu le contexte dans lequel on est actuellement, ça montre quand même que les droits des personnes LGBTQ+, sont en train de reculer partout dans le monde, sont en train de s'arrêter, de stagner. Et c'est important quand même de rappeler que cette communauté existe. Et pour moi, c'est important de faire le coming out pour rappeler qu'on existe, oui, c'est mes affaires à moi, mais que, excusez, je suis dans mes mots, mais que ça va toucher un peu tout le monde au final. Ma transition, les gens allaient le remarquer, fait que j'ai préféré l'annoncer à tout le monde. Et je pense que c'est juste rappeler que derrière ça, ben, il y a des gens humains et que tout le monde soit un peu finisse par un peu être face à ça un jour ou l'autre. Ils vont voir des gens de la communauté LGBT. Oui, même si tu es transphobe ou tu es homophobe, le train est là. Je veux dire, tu n'as pas le choix, ça existe. C'est pas parce que tu ne veux pas le voir que ça n'existe pas. Moi, j'avais deux questions. Du coup, toi, tu as fait ta transition, entre guillemets, au secondaire. Enfin, transition, c'est pas le bon terme, mais tu as compris, tu as fait ton coming out au secondaire. Et toi, plus au milieu du cégep. Mais est-ce que vous aviez des ressources au secondaire, justement, pour pouvoir commencer à vous renseigner? Ou est-ce que ça a été vraiment au cégep où vous avez eu des ressources solides? Et est-ce que vous en avez, d'ailleurs, encore aujourd'hui? Au secondaire, moi, c'est sûr que j'avais des petits questionnements, mais c'est juste que je ne suis pas très d'accord. Mais notre école, elle disait agir contre l'intimidation, mais il n'y a pas eu vraiment d'action prise face à ça. Et il n'y avait pas de comité de diversité à mon école secondaire, pour la simple et bonne raison que mon école ne voulait pas créer un préjudice ou mettre les gens plus à part. Ce qui est ironique, c'est qu'il y a eu un comité un peu geek qui a été créé. Et dans ce comité geek, c'était comme créer un comité LGBT. Donc, ça a comme été créé en dessous pour que l'école ne le remarque pas et évite de sanctionner ces jeunes-là. Oh. Et depuis que je suis parti, il y a effectivement un comité LGBT qui a été créé officiellement. L'école a changé de tactique. S'est rendu compte que finalement, ça ne servait à rien de cacher cette réalité-là parce qu'on avait vraiment beaucoup d'étudiants de la communauté LGBT dans mon école secondaire. Et au cégep, c'est vraiment un peu accès aux services d'aide aux étudiants quand je suis arrivé dans mon première année de cégep à l'époque, au cégep Limoilou. Et c'est en rencontrant les gens du comité LGBT tout à fait par hasard que j'ai pu un peu me forger un peu plus et avancer dans mes transitions et acceptation de moi. Moi, au secondaire, je pense pas qu'il y avait de sexologue comme Rose ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà un suivi avec la psychoéducatrice de mon secondaire par rapport plus à l'anxiété. Mais ça a beaucoup été avec un de mes profs du secondaire que j'ai commencé à en parler, parce que ce prof-là, c'était mon prof d'éthique et culture religieuse. Mais il était jeune, je veux dire, il était super smart avec nous autres, on l'appelait par son prénom. Je veux dire, il était vraiment très smart. Puis pendant les pauses ou pendant le dîner, on le croisait. Puis dans mon album de finissant, moi, j'allais littéralement lui conter ma vie. Là. Puis il m'a dit, genre, je vais m'ennuyer de que tu me contes ta vie. Là, je veux dire, parce que j'allais y parler. Puis j'avais vraiment confiance en cet enseignant-là. Puis il m'a vraiment aidé dans mon parcours au secondaire. Puis vraiment, c'est lui que, je suis arrivée. Puis je pense que, je pense que je suis bisexuelle. Puis il était comme, ben, tu sais, c'est correct, là. Genre, ça se peut, puis comme, tu vas te découvrir, puis tu vas voir, puis, tu sais, quand je suis arrivée à mon secondaire 5, je suis arrivée, je fais, ouais, non, c'est ça,
suis vraiment bisexuelle, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, je suis, puis tu sais, il était super fier de moi, puis il était comme, tu sais, c'est correct, puis il continue comme ça, puis il m'a vraiment encouragée, puis rendu au cégep, ben c'est sûr que là, moi, je suis arrivée au cégep en automne 2019, puis en hiver 2020, on tombait en pandémie. Puis j'étais dans un gros cégep. J'étais au cégep de Sainte-Foy à Québec. Fait que c'est un très gros cégep. On n'entend pas beaucoup parler des ressources, à part si tu fais partie des comités où tu t'impliques. Ou, je pense que c'est tellement gros que même s'il y a beaucoup de ressources, on n'entend pas assez parler, d'après moi. Euh, Puis c'est ça qui est plate dans les gros cégeps. Je veux dire, c'est un cégep de quasiment 6, 7, 8 000 étudiants. Là. Je veux dire, ici, on est 1000 quelques étudiants, puis ben, on a des super de belles ressources avec nous autres. Puis je pense que c'est ça, c'est que dans les gros cégeps, on entend moins parler. Fait que j'avais été moins portée à aller chercher ces ressources-là. Puis j'étais vraiment bien dans ma peau avec mon orientation sexuelle. J'avais pas besoin d'aller chercher de l'aide par rapport à ça. Puis, la pandémie est tombée. Puis, moi, dans ce temps-là, j'avais une copine, puis tout ça. Puis, je m'acceptais super bien. Puis, ça a vraiment été plus quand j'ai commencé à sortir avec cette copine-là que je me suis rendu compte que finalement, je pense que je suis lesbienne, puis que je pense pas retourner vers les hommes en tant que tel. Là, je me considère vraiment plus comme étant quelqu'un qui est attiré envers le même genre. Puis, ça a pas mal été ça. J'ai pas cherché à aller voir quelqu'un durant cette période-là. Puis c'était pas par rapport à mon orientation sexuelle, sinon. Là, fait que... Tout ce qui t'a aidé, c'est ton professeur d'éthique et culture religieuse qui t'a écouté. Ouais. Juste te sentir écouté, ça a fait du bien. Oui, juste l'écoute, vraiment, ça peut faire une différence. Puis, je pense que... Message à tous les membres du personnel, écoutez. Soyez gentils et écoutez. C'était pas un professionnel pour la santé mentale ou quoi que ce soit. Il était juste un enseignant qu'on faisait juste avoir des discussions puis qui m'écoutait. Puis c'est ça qui m'a le plus aidé à, après ça, sortir puis de m'accepter. J'ai jamais senti que j'étais dans un environnement dangereux pour moi puis que ça pouvait être dangereux de faire un coming out. Parce qu'il y en a que oui, ça peut être dangereux de faire un coming out puis de dire « Moi, je fais mon coming out, puis je suis pas sûre si mes parents vont pas me mettre dehors demain matin. » C'est vraiment une réalité qui se peut. Puis il y en a que, malheureusement, ils vont choisir de ne pas faire leur coming out parce que... ils ont trop peur, justement, des répercussions que ça peut avoir. Mais moi, j'avais pas peur de ça. Puis je savais que j'étais bien entourée. Puis je savais que j'avais des ressources. Comme je savais que j'allais être appuyée par mes parents, puis par ma famille, puis tout ça, mon entourage. Fait que c'était pas une peur pour moi. Le fait que tu aies vécu justement une superbe expérience, est-ce qu'au contraire, des fois, ça vous arrive d'avoir l'inverse et au contraire de vous recevoir des remarques homophobes ou transophobes? Tu peux y aller si tu veux. Pour ma part, c'est sûr que j'en vis encore parfois. Il y a des gens qui... Sur mon Facebook, c'est assez facile de retrouver les dernières affaires. J'ai pas pris nécessairement la peine d'enlever certaines affaires. Puis, il y a parfois des trolls ou des fans de Éric Duhem, si vous connaissez la personne, qui s'amusent à aller chercher sur mon ancien compte et aller m'écrire dans des messages privés en écrivant des insultes ou juste m'appeler par mon nom de naissance. Et je trouve, au début, ça m'agaçait. Là, je trouve plus ça drôle qu'autre chose parce qu'ils prennent du temps à essayer de détruire la réputation. Oui, c'est ça l'affaire. Et au final, je trouve ça plus touchant que des gens aient pris la peine d'essayer de te connaître plus. De me connaître plus ou de m'insulter, mais en prenant la peine d'essayer d'aller chercher des informations qui pourraient être compromettantes. Wow, c'est de l'énergie perdue. Absolument. Mais encore, c'est sûr qu'il y a des situations, puis j'en vis une présentement, qui peuvent être très, très démoralisantes. Mais il y a tellement de belles affaires à côté aussi que je pense que c'est important que je focus sur le positif. Au lieu de me dire, OK, ben les gens, ils ne m'acceptent pas. À un moment, c'est tant pis pour eux. Là. S'ils n'acceptent pas qui je suis, je ne vais pas forcer les gens à m'accepter. Je le force d'ailleurs pas au cégep. Je sais que mettons, dans mes groupes, il y en a qui n'acceptent pas ma transidentité. Mais rendu là, c'est pas à moi de leur forcer dans la gorge. Et je vais vivre avec ça, puis je vais rester avec les gens qui acceptent mon identité et me respectent pleinement. Ça les conforte de pouvoir t'attaquer, dans le fond. Pour dire, ah, regarde, cette personne-là est différente, alors on va donner un petit coup dessus. Là. À l'époque, c'était les gens, peut-être, tu as vécu la grossophobie, tu disais, là, les gens avec des différences de corps, des fois d'autres ethnies, quand il y en avait beaucoup moins qu'avant. Il y a tout le temps comme une satisfaction pour ces gens-là de taper sur quelqu'un qui est comme un peu déjà en situation plus, on ne va pas dire de faiblesse, mais situation de différence. Oui. Puis je ne cacherai pas que depuis la montée de certains mouvements masculinistes ou mouvements très extrémistes, je le remarque plus que les gens essayent vraiment toutes sortes de tactiques pour essayer de venir me blesser ou blesser des gens de la communauté. Et
ce discours-là a un potentiel dangereux. Et c'est pour ça que quand même, je reste sur mes gardes, même si j'ai quand même bien avec tout ce que je vis. Il y a quand même un truc que je remarque une certaine montée, surtout depuis c'est une personne qui s'appelle Andrew Tate, qui a pris beaucoup de propos sur le côté LGBT Il aussi. est en prison, là. C'est bien que tu soulignes ça, là, parce que d'ailleurs, il y a un rapport de recherche de Gris Québec qui est sorti en janvier 2025, donc le mois dernier, qui mettait de l'avant là, justement que le degré d'aisance des jeunes a vraiment est en déclin là, au Québec. Là. C'est une étude qui a été faite de 2017 auprès de, je pense, que c'était 35 000 jeunes secondaires jusqu'en 2024. Puis là, vraiment, ça a doublé l'intolérance justement à la diversité sexuelle et de genre. Puis justement, un facteur qui explique ce déclin-là, c'est ce que tu dis, là, les mouvements masculinistes, hommes alpha, etc., là, que ça explique notamment ça. Là. Ouais. Et pour avoir été bénévole au Gris Québec, parce que j'ai été bénévole, j'ai fait de la sommation dans les écoles, je l'avais remarqué qu'il y avait des questions parfois de jeunes, puis c'est des questions de jeunes qui peuvent être un peu des questions un peu bêtes ou des questions un peu que je ne vais pas qualifier de connes, mais que c'est des questions plus pour provoquer. Et depuis que je suis ici, je le fais plus nécessairement parce que j'ai plus l'occasion d'être à Québec pour faire mon bénévolat. Mais de qu'est-ce que j'ai entendu de la part des gens qui font encore du bénévolat dans les écoles, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de commentaires parfois un peu qui peuvent être déplacés. Oui. Mais il y a quand même une belle amélioration après les trucs. Il y en a qui reçoivent des messages de remerciement. Donc, il y a quand même un bel impact des gris au Québec. Oui. Mais si je peux me permettre aussi, dans les dernières années ici au Cégep, ça fait presque 20 ans que je travaille au Cégep, j'ai constaté en tout cas, l'étude dit le contraire de ce que j'avais aperçu, mais tu sais, il y a peut-être un retour de l'intolérance envers LGBTQ et tout ça, mais j'ai constaté une montée des alliés, tu sais, et de l'acceptation, de l'acceptabilité. Tu sais. J'ai vu des gens dans les dernières années très masculins, très gays, on va dire comme ça, là, tu sais, qui s'entendaient super bien, alors qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas du tout. J'ai l'impression, puis là, peut-être corrigez-moi si je me trompe, qu'il y a plus d'alliés qu'avant. Que l'entourage va vous défendre si jamais il y a quelque chose. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, effectivement. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, avec toute la sensibilisation et la normalisation qu'il y a eu, il y a eu un rapprochement, puis il y a eu vraiment une idée un peu plus de collaboration entre toutes les communautés. Oui. Et c'est ultra positif, à mon avis. C'est juste qu'il faut continuer comme ça, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui, en ce moment, pensent lâcher la lutte parce que ça paraît très gros en ce moment, le recul. Oui. Mais tu as raison, Émile, il y a beaucoup plus d'alliés, et je pense que là-dessus, c'est quand même... C'est bien qu'on ait des gens qui s'affichent quand même, qui ne sont pas LGBT, mais qui s'affichent pro-LGBT. Et ça permet de faire une balance dans l'échiquier actuel. Mais justement, est-ce que nous, on pourrait avoir des actions qui pourraient faire qu'on pourrait mettre votre communauté en avant? Ou pas du tout, je sais pas, pour vous aider, justement? Mais c'est moi une action aussi simple que juste demander les pronoms à quelqu'un quand on les rencontre. Pour moi, c'est une certaine normalisation, puis directement, ça peut détendre l'atmosphère. Et moi, c'est déjà une action super simple qui peut déjà valoir beaucoup dans la vie d'une personne LGBT ou même dans la vie d'une personne alliée. Rien que se faire demander ses pronoms, mais c'est ultra validant et c'est ultra positif. Donc, rien que ce truc-là, déjà, ce serait une belle action à avoir. Je dirais, excuse, je t'ai coupé, de porter attention des fois aux expressions qu'on peut avoir qui peuvent être finalement homophobes ou transphobes. Là. Je pense pas d'en nommer là, parce que je trouve que ce serait peut-être confrontant pour les gens là, qui peuvent écouter parce le qu'il est podcast. réducteur, le vocabulaire réducteur. Le vocabulaire réducteur, puis des fois aussi des moqueries on peut faire sous forme de blagues, mais finalement, c'est une discrimination subtile au final. Donc, je dirais de faire attention autant à nous, puis de notre vocabulaire, et aussi être à l'affût de notre entourage aussi dans qu'est-ce qu'ils disent, puis de ne pas hésiter à les reprendre de manière bienveillante là, pour pas mettre de l'avant la confrontation, mais de les reprendre, puis de justement pour... C'est ça, éduquer les gens, je pense que c'est aussi une bonne première étape, là, à mon avis. Là.
je pense qu'on a fini pour la première partie en tout cas. On va faire un petit entracte et après on va passer à la partie 2. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie. Et donc la première question, ça va être quelle est votre figure inspirante dans la communauté LGBTQ+. Pour ma part, il y en a beaucoup, mais si je prends un peu le niveau de l'histoire LGBT, moi, ça serait quand même pas mal toutes les personnes qui ont participé aux manifestations à Stonewall aux États-Unis à l'époque, parce que c'est un peu grâce à elles que tous les mouvements LGBT ont pu évoluer. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne serait pas là où on est rendu s'il n'y avait pas eu ces grandes manifestations à l'époque aux États-Unis. Et actuellement, aujourd'hui, on a plein de personnes trans ou personnes gays qui sont des personnalités publiques. Et ça permet de mettre un dialogue. On a Catherine Levac, qui est une belle personne aussi, qui fait partie de la communauté. On a des personnes aussi juste sur un TikTok ou sur Instagram qui font partie de cette communauté. Et on a même des humoristes qui font partie de la communauté. Donc, ça donne une visibilité quand même très belle. Puis ça permet un peu de donner un espoir aux jeunes qui voient qu'ils peuvent exister quand même dans la société, outre mesure de tout ce qui se passe en ce moment. Audrey? Moi, je dirais beaucoup pour en ce moment, je dirais beaucoup avec Marie-Philippe Poulain, qui est joueuse de hockey professionnelle dans la ben là, j'ai juste LPHF. La victoire. Pour la victoire. Pour la victoire, oui, de Montréal. Je pense que c'est vraiment une belle inspiration pour les jeunes filles qui jouent au hockey puis qui peut-être justement se considèrent pas nécessairement comme hétérosexuelles puis qui veulent monter. Puis je pense que, tu sais, je dirais très ouverte sur les réseaux sociaux par rapport à sa relation avec elle et Stacy parce qu'ils sont dans la même équipe aussi, ils sont mariés. Puis je pense que ça fait vraiment une belle représentation. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs couples aussi dans la LPHF là, qui sont ouvertes puis qui le montrent, qui font partie de la communauté LGBTQ. Puis je pense qu'en ce moment, plus que toutes, surtout en ayant maintenant la LPHF, qui est justement une ligue professionnelle pour les joueuses de hockey féminines, je pense que ça montre vraiment que on est quand même rendu ailleurs, même si en ce moment, peut-être qu'on sent qu'on recule. Je pense qu'avec la LPHF, puis les personnes qu'on a là, comme Marie-Philippe Poulain, qui montrent que c'est possible d'être une athlète, puis d'avoir une orientation sexuelle différente, puis tout ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose en ce moment. En parallèle, pour la Ligue nationale de hockey, Ligue masculine, Oui. il n'y a personne. Dans les statistiques, il n'y a personne qui serait homosexuel là-dedans. Oui. Non, C'est ça. Donc, s'il y a une évolution de la façon de penser, ça va être dans le monde du hockey. Ça va être grâce aux équipes féminines. Puis même les équipes féminines, ce qui est beau à voir, c'est que ça donne aussi, même aux jeunes filles qui ne sont pas tellement de la communauté LGBT, le désir d'aller dans le hockey qui était considéré jusqu'à tout récemment un sport uniquement masculin. Ben, il n'y avait pas de ligue. Il n'y avait pas de ligue. Depuis qu'il y a une ligue, là, il y a un but. Et ça permet de donner un peu aux jeunes athlètes, justement, une vision de dire, OK, ben, j'ai ma place dans le hockey. Et c'est vraiment beau à voir. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi, au niveau du sport masculin, il y a très peu, on n'en voit pas du tout. Parce que c'est le gros sport de parler quand on est un homme avec beaucoup d'hommes hétérosexuels. Surtout au hockey, c'est très stéréotypé. Oui. Homme, cisgenre, hétérosexuel. La masculinité toxique. C'est- Je lisais un article sur ça en sociologie du loisir et effectivement, c'est un problème en ce moment. On calcule qu'il y aura un pourcentage, on le sait juste pas parce qu'ils n'en parlent pas parce que il y a cette peur de subir des conséquences au niveau de la hiérarchie ou du système un peu dans l'équipe. Fait que Il y a énormément d'argent aussi en jeu, j'imagine. Là, tu sais, si tu sors comme homosexuel dans la Ligue nationale, là, je suppose des choses. Là, probablement que ben, tu sais, les fans vont te lâcher, l'équipe peut te lâcher. Tu sais, c'est comme... C'est tout pris d'un pain, tout ça. Tu sais, j'ai vu dernièrement, je sais pas si c'est un article fiable, je sais pas si c'est. Je pense que c'était même genre sur TikTok. Là, c'était dans le fond des joueurs de hockey qu'il n'y avait pas le droit d'avoir du tape sur leur bâton qui était de l'arc-en-ciel, dans le fond. Puis je pense qu'il y a un joueur qui, lui, se considère comme un allié de la communauté, qui a décidé que lui mettait son tape de la couleur de l'arc-en-ciel. Est-ce que ça a passé? Ça a passé, mais ça a été très mal vu par la communauté. Là. Non. Et même, Puis je pense même pas que c'est par les autres joueurs. Excuse-moi de te couper, là. Je pense même pas que c'est par les autres joueurs. Je pense que c'est vraiment par les plus hauts placés que pour eux, genre, mais les vues de la télé, non, les gens qui vont venir. non, c'est ça, il y a une peur au niveau dans les hauts placés que ça risque d'amener des préjudices.
Et je me souviens plus c'est quel joueur, mais il y a un ancien joueur de la LNH justement qui est sorti à un moment après ça, il est à la retraite présentement, mais Mhm. il est sorti puis il a fait moi je fais partie de la communauté LGBT. Puis il a brièvement parlé justement de tout le tabou que c'est en ce Ah moment. oui. Même dans n'importe quel sport, il y a un tabou par rapport à la communauté LGBT. C'est quoi la statistique sur une communauté moyenne de gens qui ne font pas partie de l'hétéronormativité, on va dire? J'ai pas de statistiques exactes, puis de toute façon, une statistique, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas... Ils ne sont pas sortis. c'est ça, qui se sont pas nécessairement dévoilés. Il y a des gens aussi que ils ne mettent pas vraiment d'étiquette aussi à leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc, je vous avoue que j'ai pas de j'ai pas de statistiques exactes. Je sais pas si vous en avez de votre côté, là. Si je me souviens bien, dans le sport, on est estimé dans l'environ de 4%, mais c'est vraiment un petit souvenir de. Mais c'est quand même un 4% qui est là puis qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que vous pensez que justement c'est un problème lié entre guillemets à la société? Est-ce qu'il y a une réelle évolution de la vision de la communauté auprès de la société ou c'est vraiment juste dans certains domaines? Ben, il y a eu une évolution, certainement. C'est encore très amélioré, même dans le milieu de la santé, c'est amélioré. Les services offerts aux personnes trans sont actuellement très embryonnaires ou très défaillants. Mais les leaders qu'on a en ce moment font encore un peu partie de, malheureusement, cette ancienne clique de personnes qui, ça marche comme dans le bon vieux temps, ça marche comme pour plaire à une élite ou à un groupe de personnes qui n'existe plus, qui a plus de raison d'être en ce moment. Donc, c'est justement qu'il faudra briser enfin ce tabou-là dans ces équipes-là et dans ces milieux-là. Mais ça va prendre plus qu'une personne pour renverser ce rapport de force. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je pense aussi que ça dépend du domaine dans lequel que tu es. Tu sais, par exemple, moi, je fais de la danse de compétition depuis plusieurs années, puis je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. Puis, tu sais, dans la danse, surtout, il y a beaucoup de stéréotypes de... C'est comme l'inverse du hockey, là. Oui, oui, là, Dans le c'est féminin, c'est dans danseuse classique. c'est ça, exactement. Que, tu sais, c'est une belle grande fille, mince, je veux dire, cisgenre hétérosexuelle, que, tu sais, c'est vraiment quand même assez... Ça peut être quand même assez toxique, là, le domaine de la danse. Là, Les puis- ballets classiques ont été écrits à une autre époque. Hein? C'était Oui, le prince charmant et la princesse. c'est ça, exactement. Puis, tu sais, souvent, ben, tu sais, en plus, les hommes qui vont décider d'aller justement en danse puis qui vont vouloir en faire partie, ben là, il va y avoir il va y avoir des trucs qui vont être dit sur eux. Ben là, je veux dire, il porte un legging, ben là, il est gay. Je veux dire, il fait telle affaire, ben là, il est ici, puis il est ça. Puis, tu sais, c'est là que, tu sais, ça devient encore plus toxique puis que c'est pas encore accepté. Tu sais, même moi, v'là 3 ans, je pense, j'ai fait un solo sur justement mon homosexualité puis mon coming out. Je l'ai présenté en compétition. Ça a vraiment été très bien perçu par les juges, mais tu sais, même par les autres danseurs, des fois, je me faisais regarder croche. Je veux dire, j'ai eu des commentaires par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu fais ça ici? Ça n'a pas sa place. Puis, tu sais, je pense ça a encore plus sa place, justement. C'est ça le problème. Toi, Ça a sa place. Tu vois la danse comme un moyen d'expression, Exactement. pas comme une compétition technique nécessairement. Sûrement un peu, mais tu sais, Oui, c'est oui, mais- un moyen d'expression. Oui, C'est de l'art, c'est de la création. Donc, ça sert à exprimer, passer un message. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dernièrement, dans mes 3 dernières années, tu sais, moi, je suis en solo. Puis, tu sais, mes 3 derniers solos, comme là, celui-là, cette année, c'est tous des sujets qui sont très personnels à ma vie. Puis que je suis prête à présenter. Puis que, tu sais, là, 2 ans, c'est ça, c'était un solo sur mon homosexualité, sur mon coming out. L'année dernière, c'était sur ma relation avec ma mère, que c'est très positif pour moi, puis tout ça. Puis, tu sais, là, cette année, c'est un autre sujet que j'aborde, que c'est par rapport à la relation avec mon père, qui n'est pas très positive. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est un moyen d'expression, c'est fait pour ça. Puis, pour moi, ça m'aide. C'est réconfortant. C'est un moyen que je m'exprime mieux en danse que je peux m'exprimer en parlant. Là. Je vais mieux me comprendre quand je danse que quand je parle. Mhm. Toujours continuer de prendre parole puis de s'exprimer. C'est ça Oui. qui compte. Ouais. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, dans tous les différents domaines, il va tout avoir un certain, tu sais, un écoute ou, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, par exemple, les filles dans mon école de danse sont très ouvertes, puis je veux dire, elles sont super fines avec moi, puis comme, il n'y a aucun préjugé ou aucun commentaire fait par rapport à mon orientation sexuelle, puis ça a été mis en place dès le début par ma Même à ton directrice. Même à ton Même corps. par rapport à mon corps. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, on a toutes, même à mon studio de danse, on a tous des corps différents, puis on s'accepte toutes comme ça. Puis, ça fait partie de
tout ce qu'on est, puis on a tout un talent, puis on est tous là pour une raison, puis on est tous là pour la même passion aussi. Là. Quand on va en compétition, on est tous là pour la même raison. Là. Oui, on veut gagner. On est là pour démontrer nos talents, puis pouvoir ramener une médaille à la fin de la journée, mais on est quand même là parce que c'est une passion commune. Mhm. Du coup, j'ai continué. C'était justement le fait qu'on en parle de, par exemple, toi, ça a été très mal perçu, le fait que tu danses, etc. Est-ce que vous pensez que si on l'intégrait directement dans un système de l'éducation scolaire, est-ce que ça se passerait mieux? Est-ce que vous auriez des suggestions à faire justement par rapport à ça? Moi, je pense qu'il devrait avoir des cours d'éducation sexuelle. Je pense que là, ça commence peut-être à se mettre en place dans les écoles secondaires. Ben, il y en avait, moi, quand j'étais au secondaire. Ça a été éliminé. C'est revenu. Parce il y a un que- programme gouvernemental là, à cet effet-là. Là, ouais. Ben, ça fait partie, en tout cas, à mon sens, d'une des raisons du recul du manque d'éducation par rapport à la diversité sexuelle et de genre, un recul sur quand ils ont arrêté les cours d'éducation sexuelle dans les années 2000, il y a eu une recrudescence des maladies transmises sexuellement. Tu sais, Madame la sexologue, pourquoi qu'on fait ça? Là, je ne sais pas pourquoi ils les avaient enlevés, mais aussi, je sais que maintenant, le programme est beaucoup plus diversifié, là, parce qu'avant, l'éducation à la sexualité, c'était beaucoup axé sur les ITSS, se protéger, etc. Mais là, maintenant, là, c'est autant sur le consentement, l'orientation sexuelle et de genre. Là, au moins, on touche vraiment à tout, puis ça commence là, dès un jeune âge, là, peut-être, si je ne m'abuse pas, là, dès la maternelle, là, par exemple, là, mais d'une manière... vraiment graduelle là, qu'on y va. Mais tu sais, oui, c'est sûr que l'éducation à la base, là, c'est nécessaire. Puis une formation qui est continue, là, parce que, tu sais, même offrir là, des formations, par exemple, dans les milieux de travail, ça, c'est super pertinent aussi, parce que aussi, tout ce qui est de la question de la diversité sexuelle et de genre, ça évolue aussi au fil du temps, là, tu sais, justement, tu sais, au niveau des terminologies, par exemple, ou tu sais, des faits ou quoi que ce soit, là, donc d'être mis à jour aussi, c'est toujours positif, là, finalement. Là. Une question de génération aussi, j'imagine. C'est ta grand-mère qui trouvait ça difficile. Tu sais, elle a eu une autre éducation. Ici, même dans le cégep, ici, on a des gens que ça fait 30 ans qui sont ici, des gens qui viennent d'arriver, des générations différentes, des façons de voir les choses différentes. Donc, il y a toujours confrontation d'idées, là. Effectivement. Puis je vais quand même souligner que qu'est-ce qui est bien maintenant du moins là, dans les établissements d'enseignement supérieur, là, il y a une politique sur les violences à caractère sexuel. Puis je dois, c'est ça, spécifier que tout ce qui est les commentaires ou les comportements là, transphobes, homophobes, etc., là, sont punissables, là, dans le fond, via là, cette politique-là. Là, c'est au-delà de juste les comportements d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, etc. Là, il y a vraiment ce qui est des comportements de l'homophobie, de transphobie, etc., là, que ça passe dans cette politique-là. Puis, ça, je trouve qu'au moins, c'est un progrès parce que maintenant, on reconnaît que ça existe, puis on met des mesures en place pour soutenir les personnes qui ont été victimes, puis des mesures un peu sanctionnaires là, pour les personnes qui ont commis ces gestes-là. Là. Ça a évolué quand même rapidement. Là. Je peux comprendre les gens se sentir bousculés peut-être un peu des fois parce que quand j'étais au cégep il y a 20 ans, c'était plus moi, il y avait des homosexuels, puis c'était tout. Puis des trans, c'était vraiment comme quelque chose de très... c'était quasiment presque une curiosité. C'était comment ça arrive pas souvent. Puis bon, là, le portrait est complètement changé. Ouais, ben, ça a vraiment changé. Puis, tu sais, moi, souvent, ma famille et beaucoup de gens m'ont dit oui, mais ça n'existait pas dans mon temps. Ben oui, ça existait. Et ça existait. Oui. On remonte aussi loin que la Grèce antique. Il y avait des personnes LGBT dans la Grèce antique, il y avait des personnes trans dans la Grèce antique. Oh, il y avait des homosexuels beaucoup dans la Grèce antique. Et ça a toujours été là. Donc, moi, l'argument de Dieu ne serait pas d'accord avec ça. On définit Dieu. Trouve-moi qu'il existe. Faut me le définir à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans les dernières années, avec toute la sensibilisation qui a été faite et la création des organismes, justement, Alliance Arc-en-Ciel à Québec, il y a eu Divergent qui a été créé, et les grilles un peu partout au Québec, ont permis de démystifier ces réalités-là. Et même ont permis de créer à travers d'autres endroits dans le monde, notamment en Wallonie, en Belgique, il y a un gris qui existe, basé sur l'initiative du Québec. Et donc, ça a un peu ouvert partout qu'on puisse en parler. Et c'est vrai que ça arrivé soudainement du jour au lendemain, plus dans nos télés et plus dans nos médias. Oui. Mais
c'est comme et que les gens qui les voyaient moins, ben, ont été confrontés à ça directement de jour au lendemain. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que ça a toujours été là et ça restera là, même si on essaye de mettre des politiques pour les faire disparaître. C'est juste la visibilité qui a augmenté, comme tu Mhm. dis, ça a toujours, les réalités ont toujours existé. La là. représentation, la représentativité. Ouais. C'est drôle, je pensais au film La Matrice. Je ne sais pas si vous l'avez Oui. vu. C'était les frères Wachowski. Puis là, c'est rendu les sœurs Wachowski. Puis on fait le dernier, le 4e film de La Matrice, avec le nom Les sœurs Wachowski. La Matrice, c'est peut-être le film le plus... c'est un film très masculin d'action, là. Tu sais, Oui. Et justement, en parlant de la matrice, tu me fait penser, elles ont révélé plus tard que c'était en fait un Une peu une métaphore. allégorie de la question trans au niveau des pilules. Donc, ça montre quand même qu'il y a un message qui était derrière. Et, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été récupéré après pour... mais elles-mêmes pour l'ont d'autres? confirmé un peu après. Ouais. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que plus la visibilité a été montée, ça permet à plus de personnes d'un peu de se faire son coming out. Mhm. Parce qu'il y a eu cette confiance de dire, OK, ben, je ne suis pas seul, je suis normal. Ouais. Donc, ça a un peu augmenté la visibilité, comme un peu des deux côtés. Donc, Et justement, est-ce que vous auriez des conseils à apporter pour une personne qui souhaiterait faire son coming out? Je pense que ça dépend vraiment dans quelle situation t'es. Tu sais, comme j'ai dit, que j'ai pu mentionner un peu plus tôt, tu sais, je pense que c'est dans une situation que justement tu crois que c'est pas sécuritaire pour toi de le faire, puis que t'as pas tu sais, d'entourage autour de toi qui peut t'aider avec ça. Je pense que c'est peut-être pas le bon moment. Puis je dis pas que c'est pas bon de faire un coming out, au contraire. Je pense que si tu as besoin d'en faire un, tu devrais toujours en faire. Mais il faut toujours que tu fasses attention aussi à ta sécurité en premier. Euh, mais faut pas que tu aies peur. Tu sais, je veux dire, si tu vois que ton entourage est ouvert par rapport à ça, je pense pas qu'il faut que tu aies peur de le faire. Je pense juste qu'il faut que tu te fasses confiance, puis il faut que tu fasses confiance aussi aux autres. Puis que si jamais ben, il y a des problèmes, il y a des ressources aussi qui sont là puis qui sont présentes pour t'aider. Tu sais, je veux dire, je pense que tu sais, c'est un coming out, c'est quelque chose de très personnel, puis ça devrait être fait dans ton temps à toi, dans comme le temps que tu veux prendre pour le faire. Si tu le réalises puis ça te prend 3 ans à le faire, ben ça te prendra 3 ans à le faire. Si tu viens, tu t'en doutes, ben, puis tu veux le faire tout de suite, tu le fais tout de suite. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas de bon timeline. Il n'y aura jamais de bon timeline à le faire. Je pense juste qu'il faut que tu ailles dans tes temps à toi, puis il faut que tu te respectes là-dedans. Puis c'est ça le plus important. un peu dans le même avis qu'Audrey-Anne, justement, c'est vraiment un peu de le faire selon à son rythme aussi, mais de trouver quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Je pense que c'est important parce que c'est de savoir que tu n'es pas seul là-dedans. Et un conseil que je donnerais aussi, c'est de ne pas prendre la peine d'aller trop lire les commentaires sur les réseaux sociaux parce que quand il y a quand il y a des publications qui étaient faites par les médias sur la communauté LGBT, le nombre de commentaires transphobes que les gens allaient inscrire, puis que j'avais des amis qui prenaient du temps à aller lire ces messages-là parce qu'ils ils avaient une curiosité de voir à quel point les gens pouvaient être méchants, mais ça leur détruisait la santé mentale. Prends pas la peine de lire les réseaux parce que c'est là que tu vas voir plus le méchant de la société, alors que le bon, ben, il est tout autour de toi généralement. Il va toujours avoir une bonne personne, il va toujours avoir quelqu'un qui va être là pour t'accueillir, te soutenir. Il suffit juste que tu la trouves ou que justement tu y ailles à ton rythme et tu vas trouver des solutions. Et toi, Rose, est-ce que tu aurais un avis à nous donner par rapport à ça? Bien, je pense que tous les éléments principaux ont été nommés. Donc, c'est sûr que c'est propre effectivement à chacun. Puis, comme Audrey-Anne a spécifié, tu sais, il faut évaluer là, justement par rapport à toi-même, ben oui, ton rythme. Mais tu sais, est-ce que ton environnement, là, autant ta famille proche que mettons, ton environnement scolaire, est-ce que tu te sens en sécurité ou non de le faire? Donc, en soi, oui, ça peut être très libérateur de faire son coming out, mais c'est ça, c'est pas tout le monde. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus ardu quand ils n'ont pas de gens autour qui sont soutenus, par exemple, ou accueillis là-dedans et épaulés. Là. Donc, c'est vraiment une évaluation personnelle pour chacun finalement. Là. Puis effectivement, Romane, ce que tu mentionnes de te protéger, là justement, en ne pas allant par exemple voir les commentaires, là, c'est effectivement un facteur de protection là, à travers tout ça. Là, ouais. Ben, ça va être la fin du podcast. Déjà. Merci à vous, c'était vraiment cool. En plus, c'est pas un sujet facile à aborder. Oui, merci infiniment de vous être... Mais merci pour l'invitation. Ben, merci oui, pour l'invitation, c'est vraiment apprécié.
Donc voilà, c'est la fin de ce projet balado. Merci de nous avoir suivis jusque-là et on espère à l'année prochaine. Merci. Bye bye. Merci beaucoup.